Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous rêviez de devenir actrice et chanteuse. Vous avez exercé les deux métiers de Paris à Broadway. Vous êtes de retour au théâtre pour mettre en lumière la part d'ombre d'une légende du cinéma. Bonjour Béatrice Costantini. Bonjour Jacques. Alors vous avez un parcours étonnant qu'on va évoquer, et puis vous êtes au théâtre avec une pièce sur Arletty, une partie très particulière de la vie d'Arletty, on en reparlera, mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle est indirectement liée à vous, c'est la sortie d'un film le 28 mars 1956. Écoutez. Sud. La meilleure part avec Gérard Philippe. Car ce film, vous l'avez vécu en direct. C'est exactement ça, c'est amusant parce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et je disais que j'ai eu la chance de connaître Gérard Philippe et que, comme mon père était producteur de films, La meilleure part, j'ai eu la chance d'être sur ses genoux pour aller à la chasse au canard. Pourquoi la chasse au canard? Parce qu'il habitait Ramatuelle, oui. Et mon père avait une maison à Grimaud, dans le vieux Grimaud, et il avait la Jeep qui est dans le film, on voit pendant tout le film. Et papa a récupéré cette Jeep à la fin du tournage. Et du coup, la chasse au canard, parce que Port Grimaud n'existait pas, Port Coguelin n'existait pas, et il y avait des canisses, enfin ce qu'on appelait des roseaux, et les canards batifolaient là-dedans. Et mon père allait à la chasse au canard. Et il se trouve en plus que Gérard Philippe avait une maison à Ramatuelle, voilà, où sa seule passion, c'était le tracteur, c'était le jardin. Et à ce moment-là, le théâtre ou le cinéma l'intéressait plus, alors que c'était le plus grand acteur de son époque. Absolument. Mais c'est vrai que... Et puis, Ramatuelle n'était pas le Ramatuelle de maintenant. Grimaud n'était pas comme c'est maintenant. Il n'y avait pas ce côté sophistiqué. Dans le port de Saint-Tropez, il y avait du monde, mais il n'y avait pas les grandes stars d'aujourd'hui, oui. Non, mais les grands trucs où on voit plus la mer, oui. Voilà. Et c'était tout à fait une autre époque. Oui. Et Bardot n'avait pas encore acheté sa maison, donc le village était tranquille, c'était un port de pêche. Alors, ce film, La meilleure part, c'est un film d'Yves Allégret qui raconte la vie sur un chantier de construction d'un barrage avec un ingénieur. Et parmi les seconds rôles, il y a un jeune comédien qui s'appelle Gérard Houry. Et qui avait des cheveux à l'époque. Oui, exactement. Alors, il se trouve que vous avez vécu cette époque-là parce que vous avez travaillé, vous n'avez pas travaillé, vous étiez toute petite, mais votre père avait fait ce film en producteur, car il était producteur italien. Absolument. Alors, papa était producteur, il a toujours travaillé en France, il a fait son grand succès, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'était La bataille de l'eau lourde, qui a été un grand classique, qui est un film qui a même été présenté à l'opéra, ce qui est quand même excessivement rare pour un film, un long métrage. Voilà, et donc papa a fait après la meilleure part, après il y a eu d'autres films. Voilà. Mais c'était effectivement... Oui, en fait, le cinéma français et italien a nettement augmenté entre 45 et 55. Je crois qu'il y a eu... On est passé de 3000 salles à 20 000 salles de cinéma, ce qui était extraordinaire. Et les producteurs, à l'époque, votre père Nino Costantini, et c'était des artisans, c'était pas des grosses machines. Non, c'était pas des grosses machines. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de coproductions entre l'Italie et la France à cette époque-là. Ouais. Beaucoup. Et votre père avait été acteur avant de devenir producteur. Voilà, il avait été acteur dans le muet. Et grâce à lui, j'ai eu la chance de connaître Louise Buñuel, qui avait été l'assistant de Jean Epstein. Et papa avait fait les films de Jean Epstein, comme Mauprat. Enfin, c'était des films du muet. Et l'assistant était Louise Buñuel. Et les producteurs étaient à l'époque des gens qui travaillaient beaucoup, mais qui faisaient la fête, qui étaient généreux. Ah oui. Oui, ils faisaient la fête. On ne comptait pas l'argent pour... beaucoup de fêtes. Ah oui, papa, oui. Et puis, c'était tous les soirs, Phuket, c'était tous les soirs. C'était une autre vie. Hein. C'était une autre vie. Et moi, je me souviens d'un producteur américain qui avait tellement d'argent que quand il faisait sa valise et que ça dépassait une cravate ou une chemise, il découpait la cravate ou la chemise. C'était une autre époque aussi. C'est aussi une autre époque. Alors, il se trouve que c'est un des rares souvenirs avec votre père, parce que finalement, vous avez eu une jeunesse difficile, Béatrice Costantini. Très difficile. Votre mère n'était pas faite pour être mère. Ma mère n'était pas faite pour être mère, donc elle m'a abandonnée, on peut dire, quand j'avais 2 ans. Et je l'ai revue quand j'en avais 4, voilà. Et après, ça a été très conflictuel avec mon père. Ils se sont séparés, donc je les ai pas connus ensemble. Papa était toujours, effectivement, en tournage dans des pays lointains. Maman s'occupait pas de moi, donc j'étais toujours confiée à des nounous
Et voilà. Et vous avez passé une partie de vos jeunes années à Monte-Carlo. Exactement. Et il y a eu ma grand-mère, qui était la mère de maman, qui était une très jolie femme, très, très mondaine, mais elle s'est quand même occupée de moi, donc j'ai rien à dire. Mais elle était joueuse. Donc j'ai connu le milieu des joueurs d'une façon incroyable. Tous les croupiers de Monte-Carlo me connaissaient. Ah bon? Parce que je l'attendais au Café de Paris et j'attendais qu'elle ait fini de jouer. Et selon si elle avait perdu, en général c'était parce qu'elle avait perdu, de temps en temps elle gagnait quand même, comme tout le monde. C'est ça le problème des joueurs, c'est qu'ils pensent toujours qu'ils vont gagner. Et j'ai vu tout partir sur le tapis vert. Enfin, ces maisons, tout est parti sur le tapis vert. Donc je suis très anti-joueur, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, j'ai connu à une époque, quand je travaillais à Radio Monte-Carlo, le Loves de Monte-Carlo, Oui. et j'ai découvert une chose, c'est que vers 16h, pour attirer le client, on mettait des dames âgées à qui on donnait des pièces pour qu'elles s'installent à la table et qu'elles attirent le joueur. Alors, quelquefois, elles somnolaient, il fallait les réveiller, mais... Ouais. mais Et c'est vrai, alors, il y avait un truc à Monte-Carlo, il y avait, comme vous disiez, vers 16-17 heures, à l'heure du thé, les vieilles dames qui allaient jouer. Et alors, il y avait... dans le casino de Monte-Carlo, une partie un peu chic qui s'appelait le privé, et une autre partie qui s'appelait la cuisine. Et évidemment, elles allaient à la cuisine essayer de gagner un petit peu d'argent pour la matérielle, comme elles disaient, pour la matérielle tous les jours. Voilà. Alors, il se trouve que ça s'est mieux passé avec votre grand-mère paternelle, je crois. Oui. Un petit peu. Et surtout, il y avait vos tantes. Vous avez aussi été en Italie. C'est ça. J'avais des grandes tantes, c'était les tantes de mon père, en fait. Alors, comme j'ai été trimballée d'un endroit à un autre, c'est-à-dire qu'au départ, après Monte-Carlo, je me suis retrouvée chez mes cousins en Bretagne. Et ça, j'étais très contente parce que j'avais enfin une famille qui ressemblait à une famille. Et et ça, je ne le saurais jamais et je ne l'ai jamais su. Mon père m'a sorti de chez mes cousins et m'a envoyé chez mes grands-tantes en Italie. Donc, je me suis retrouvée à Rapallo et j'ai vécu là-bas une année. Donc, quand je suis revenue, je parlais presque plus français, je parlais qu'italien. Ça, c'est le truc des enfants jeunes. J'avais 9 ans. Et voilà. Et donc, après, ça a été chaotique. Après, j'ai été trimballée. Bon, je sais pas. Et ce qui était chaotique aussi, Béatrice Costantini, c'est l'école, parce que c'est pas votre passion. Oui, mais j'étais quand même bonne élève. Hein. Oui. J'étais quand même bonne élève. J'ai passé mon bac en seconde. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'en avais tellement marre d'être pensionnaire que j'ai dit, l'année prochaine, on ne pourra pas me laisser dans ce collège à Cannes, puisqu'il n'y a pas de philo. Oui. Donc, j'ai passé ma première partie en seconde, en travaillant et en me présentant en candidate libre. Ça, j'étais très heureuse de ça. Mais votre vraie passion, c'était la chanson et la danse. Vous dansiez sur les tables. C'est ça, exactement. À Monte-Carlo, c'était exactement... Oh, mais vous en savez des choses. Et vous vouliez devenir chanteuse ou actrice ou les deux? Les deux. Je ne savais pas très bien ce que je préférais. J'adorais chanter, ça c'est vrai. Dès que j'avais pas besoin qu'on me pousse beaucoup, je montais sur les tables et hop, je chantais. Alors évidemment, à l'époque, je chantais Mon cow-boy adoré, je chantais On ne danse plus la Java chez Bébert, dit les pieds plats. Vous voyez, Oui. Et quand je suis arrivée chez les sœurs en Bretagne, on m'a dit, ma petite fille, vous savez chanter quelque chose? Ah ben, j'ai dit, bah, bien sûr. Et j'ai commencé à leur chanter ça. Oui. Vous imaginez la Bretagne, qui était déjà quand même très, très rigide, au niveau d'un seul coup, cette petite fille qui se met à chanter On ne danse plus la Java chez Bébert, dit les pieds plats. Alors, je crois aussi, Béatrice Costantini, que votre père ne voulait pas que vous fassiez ce métier-là. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, j'ai un peu rusé. C'est pour ça que j'ai fait quand même des études. Et à un moment donné, j'en avais tellement assez de la pression paternelle, de tout ce qui n'allait pas, que j'ai pris des cours. Je me suis inscrite pour être à l'école de secrétaire de direction, en me disant comme ça, plus personne m'emmerdera. Voilà. Et les cours de secrétaire de direction sont transformés en cours chez Jean-Laurent Cochet, Après. un comédien, oui. Voilà, beaucoup. Mais quand même, j'ai pris ces cours en me disant, de toute façon, si je sais taper à la machine, je pourrai toujours bouffer. Voilà. Donc c'était déjà ça. Et Jean-Laurent Cochet, qui est un grand acteur, était aussi un grand professeur. Oh, c'était un homme magnifique. Il a formé Depardieu et beaucoup d'autres. Oui, c'est ça, exactement. On s'est raté à 1 ou 2 ans près chez Depardieu. Oui. Parce qu'on était... quand j'ai fait travailler Depardieu beaucoup plus tard,
On a parlé beaucoup de Jean-Laurent Cochet. Voilà. Ouais. Il avait, dans mes souvenirs, un chien, et il s'adressait au chien pour savoir si le comédien était de qualité ou non. Ah ça, je me souviens Ah, pas de il ça. l'a fait. Ah oui, il avait des chiens, ça c'est Oui. tout à fait, ça c'est vrai. Et c'était un être extraordinaire. Il y a eu des personnes avec qui je suis restée amie, comme Isabelle de Botton, qui était dans la même section que moi, avec chez Jean-Laurent. Et Jean-Laurent avait une chose formidable. Il pouvait être très très dur, mais quand il voyait que les gens étaient passionnés, qu'on travaillait, il était extraordinaire. Oui, parce que vous avez appris tous les grands classiques avec absolument, lui. Absolument. Il faisait tout apprendre. Ah oui, tout à fait. Je passais des scènes en faisant la reine de Marie Tudor. Enfin bon, c'était extraordinaire. Mais ce genre de professeur n'existe plus aujourd'hui, Béatrice Costantini. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je suis incapable de vous le dire. Peut-être qu'il y a encore des professeurs comme ça. Mais oui. Cette dimension-là, il avait tellement d'anecdotes, il avait tellement de choses. On suivait son cours comme un roman policier. C'était extraordinaire. Ça, c'est le point de départ. Et puis, il y a une autre date importante dans votre parcours, le 3 mai 1967. À tout de suite sur Sud Radio avec Béatrice Costantini. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Béatrice Costantini. On évoquera tout à l'heure Arletty, votre spectacle que vous jouez à Paris actuellement. Mais on revient à votre parcours, on a vu ses débuts difficiles. Et le 3 mai 1967, c'est la sortie d'un film. Écoutez. J'ai tué Rasputin. de Robert Hossein. Au secours. Pourquoi au secours? Oh, c'est fou ça. Je ne savais pas que c'était sorti à cette époque-là. Si, si. Ah, bravo. Alors, c'est votre premier film, un film de Robert Hossein. Vous avez un petit rôle, vous êtes une disciple de Rasputin. Oui, je fais une des femmes de Rasputin. Oui. Et on était à peu près une dizaine de comédiennes, 8 comédiennes, je crois. J'ai des photos qui avaient paru dans Elle, d'ailleurs. Et on était dans des voiles noirs, c'était incroyable, c'était érotico, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Mais il y avait quand même dans la distribution Géraldine Chaplin, Gert Freub, qui faisait Rasputin, qui était formidable d'ailleurs, Peter McHenry, enfin voilà. Et bon, j'aimais beaucoup Robert, parce que Robert avait tourné pour mon père dans un film qui s'appelait Liberté surveillée. Oui. Et quand j'étais pensionnaire à Cannes, c'était à l'époque où il était avec Marina Vladi, ils sont venus me chercher en pension. Alors évidemment, toutes les copines, oh là là, il y a Robert Hossein avec Marina Vladi qui vient chercher Béatrice. Enfin, voilà. Et c'était au Festival de Cannes. C'était un grand acteur avant de devenir un grand metteur en scène. Absolument. Avec les spectacles qui ont triomphé pendant des années. Il se trouve que la musique que vous avez entendue est signée par son père, André Hossein, qui a vécu jusqu'à 100 ans. Et moi, je me souviens d'André Hossein me parlant d'André Hossein en disant « c'est un nul, ça marchera jamais ». Il n'arrêtait pas de le traiter plus bas que terre. Ah oui, ça je ne savais pas. Et Robert Hossein le prenait de haut et ça se passait très bien. Ça se passait très bien, oui. Alors, il se trouve que dans ce film, vous êtes sous le nom de Sylvie Costantini, au générique, oui. Ah bon? Oui. Bah, vous en savez des choses. Je ne savais pas, parce que j'ai jamais eu de... Alors, c'est mon deuxième prénom. Alors, justement, je vais vous expliquer. Pourquoi Sylvie? Mon premier prénom, c'est Béatrice. Et ensuite, le deuxième, c'est Sylvie, parce que ma marraine, c'était la femme d'Abel Gans. Et elle s'appelait Sylvie. C'était Sylvie Gans. Donc, mon deuxième prénom est Sylvie. Abel Gans, qui est le grand maître du cinéma, voilà, avec son Napoléon qu'on a vu et revu, et qui a été l'un des plus grands maîtres du muet au départ. Et absolument. Alors, il se trouve que, donc, avec Robert Hossein, vous apprenez beaucoup et vous découvrez, Béatrice Costantini, la réalité du métier de comédien, ce qui n'est pas facile. Ce qui était difficile, parce que c'était une époque où il n'y avait pas MeToo, hein, je peux vous dire. Alors, on ne va pas revenir, parce que c'est toujours des polémiques sur les hommes de l'époque, qui se croyaient tout permis, il faut le dire, et comme on était un peu timide. Enfin, moi, j'étais timide, mais à la fois... Le directeur de production de ce film m'a mis la main aux fesses et je lui ai retourné une gifle. C'est la moindre des choses. C'était la moindre des choses. Oui, mais attendez, j'avais 17 ans. Alors, vous voyez, c'était pas évident non plus. Vous êtes sur un plateau de cinéma important et tout ça. Voilà. Je n'ai plus jamais retravaillé avec ce monsieur, d'ailleurs. Bon, voilà. Vous avez travaillé avec d'autres, et il y a notamment l'adaptation d'un roman célèbre qui a fait la fortune de Jacques Laurent, Caroline Chéry, qui a permis à Jacques Laurent de créer des revues et de tout perdre avec ses revues et d'avoir le prix Goncourt avec Les Bêtises. Absolument. Et Caroline Chéry, c'est un classique aussi. Absolument.
Et c'est vrai que c'est devenu un classique. Alors, il y en a eu 2 de Caroline Chéry. Il y a eu celui avec Martine Carole. Oui. Celui-là, je ne suis pas dedans. Et le deuxième avec France Anglade, qui est plus récent et qui est moins prestigieux. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, mais en même temps, c'est des films qui ont marqué une époque. Absolument. Ce sont les ancêtres des films d'aujourd'hui, des films et des livres qu'on voit aujourd'hui. Absolument. Et il se trouve qu'il y a aussi Buñuel, vous en avez parlé, Ah oui, ça, La c'est- Voie lactée. Et là, c'était une histoire totalement surréaliste. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que donc j'habitais une chambre de bonne et j'avais dit à mon père, ça serait quand même bien que tu passes un petit coup de fil à Buñuel, puisqu'il cherche, il est en train de faire sa distribution, j'aimerais bien le rencontrer. Je suis dans ma chambre de bonne et on avait eu Buñuel qui avait dit, il n'y a plus rien, toute la distribution est terminée. Puis, je reçois un télégramme. Donc ça, c'était formidable. Et là, je dois dire que la concierge était adorable. Elle est montée dans ma chambre de bonne pour m'apporter le télégramme. Et j'avais un rendez-vous avec Buñuel. Vous imaginez, c'est le plus grand metteur en scène de l'époque. voilà, c'était un dieu. Enfin, bon, voilà. Et donc, j'ai ce rendez-vous avec lui. Et il me dit, écoutez, j'ai une petite chose à vous proposer. C'est pas énorme, mais vous allez tourner avec Jean-Claude Carrière. Carrière, qui est aussi un nom extraordinaire. Qui a écrit le scénario du film. Qui a écrit le scénario du film et qui est aussi un grand auteur et qui a été d'un seul coup, j'étais là et il me dit, vous aurez des scènes avec lui. Et je faisais, alors vous allez voir, une priscillienne. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. J'en suis restée sur la priscillienne. Donc j'étais en costume parce que ça se baladait dans le temps et dans l'époque et j'étais comme c'est un peu comme une romaine avec une toge, etc. Vous voyez, c'était un peu incroyable comme histoire. Et j'ai tourné et on est allé tourner dans le bois de Fontainebleau. Et figurez-vous que le directeur de l'époque, dont je tairai le nom, m'avait fait tourner dans Adieu l'ami. Avec Alain Delon. Avec Alain Delon, 6 mois plus tôt. Et évidemment, moi, petite comédienne, j'étais tellement contente de tourner avec Delon, voilà. Au moment de toucher mon cachet, j'avais 3 jours. Et comme il y a eu un jour où Delon avait des gros problèmes avec Bronson, ils se sont... Voilà. On n'a pas tourné. Donc, normalement, quand vous êtes prête à tourner, que vous tourniez et que vous ne tourniez pas, votre cachet vous est dû. Et au lieu d'avoir 3 cachets, je me suis retrouvée avec 2 cachets. Vous imaginez, tout ça, c'était quand j'avais 17-18 ans, vous voyez, donc c'était énormément d'argent de différence. Donc je suis allée voir le directeur de production, je lui ai dit, mais vous m'aviez dit c'était 3 cachets à 300 francs et j'ai 2 cachets à 200 francs, ça fait pas pareil. Ah, il m'a dit, mais non, et j'avais pas signé mon contrat parce que tout se faisait vite. Alors au moment de La Voie lactée, je lui dis, alors cette fois-ci, je ne tournerai pas si j'ai pas mon contrat signé. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que comme il y avait une scène d'amour avec Jean-Claude Carrière et moi-même, mais il devait me rouler dans les fourrés et qu'il pleuvait tout le temps, on tournait pas. Mais tous les jours, bing, 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 le tiroir caisse. Et j'ai eu ma petite revanche quelques mois après. C'est génial, la vie. Et Alain Delon, vous l'avez retrouvé dans un film qui était un classique, qui est Les Granges brûlées. Alors là, on a avec Simone Signoret. Il avait tourné avec elle dans La Veuve Coudert. Il tournait avec Delon à la grande époque, ça avait été extraordinaire. C'était fabuleux. Et je dois dire que là, alors c'était amusant parce que dans Les Granges brûlées, on était parti pour aussi 10 jours, 15 jours. On est resté à la montagne 3 mois. Il faisait un froid de canard et on était à Pontarlier. Et dans les jeunes, il y avait Miu Miu, Bernard Lecoq, moi, et Catherine Allégret, qui était la fille de Signoret. Et moi, j'avais dit, parce que j'avais déjà commencé à monter mon agence, comme vous savez, mon agence. On va en parler. Voilà, on va en parler. Donc, je disais, ah non, mais moi, dès que j'ai fini de tourner, il faut que je rentre à Paris, parce que je dirige mon agence de mannequins que je viens de créer. Alors, le directeur de production m'a dit, non, mais attends, tu vas gagner beaucoup moins d'argent que les autres. J'ai dit, non, mais c'est pas grave. Mais je veux... Parce que, effectivement, dès que j'ai fini de tourner, il n'y a pas de raison de rester sur le tournage, donc je rentre à Paris. Sauf que, comme il y a eu des problèmes entre le metteur en scène qui était Jean Chapeau et Delon, au lieu de faire 15 jours, on est resté 3 mois. Donc, finalement, j'ai gagné beaucoup d'argent, alors que les autres avaient un forfait.
Voilà. Et moi, j'avais des cachets. Les cachets, ça fait ding, 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 des tiroirs caisses. Et puis, toute une génération d'aujourd'hui vous connaît, Béatrice Costantini, grâce à Camping, car vous êtes Madame de Brandt, dans Camping, la patiente de Gérard Lanvin. Absolument. Ça, c'est une autre aventure. Ça, c'est une autre aventure. Ça, c'est vrai que c'est une Comment autre c'est aventure. venu, ça? Alors, le metteur en scène qui est très gentil, Otoniente, j'ai un casting directeur que j'aime beaucoup, qui est Gérard Moulévrier, qui m'a fait travailler plusieurs fois, comme ça il se trompe pas. Chaque fois qu'il me présentait un metteur en scène, le metteur en scène me donnait le rôle. Donc ça, c'était formidable. Donc je rencontre Otoniente et on rigole, enfin tout de suite un très bon contact tous les deux. Et il me dit, voilà, il y aura une scène avec Gérard Lanvin, évidemment, il faut vous montrer vos seins. Pas grave, bon, pourquoi pas. Donc, c'est cette fameuse scène, tout le monde me dit, voilà, on parle de On vous en scène. parle encore aujourd'hui. Ah, tout le monde m'en parle. C'est fou, hein? Et pourtant, ça dure 2 minutes à l'écran. Oui, mais Donc, il n'y a pas comme quoi... mais dans tous ces films, à chaque fois, vous avez appris quelque chose. Ah, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que d'un film à l'autre, d'un genre passé de Buñuel à Otoniente, c'est quand même un grand écart. Ah oui, c'est grand. Mais je trouve ça formidable, d'ailleurs, de pouvoir passer... Alors, il y a aussi le fait, quand on est jeune, et quand on n'est pas trop moche, évidemment, on vous donne toujours des personnages un peu sexy, un peu... voilà. J'avais un côté un peu pinopette, comme ça, un peu coucoune, hein, coucouille, on va dire. Bon. Mais bon, il faut savoir qui on est et reconnaître que tout ça fait partie d'un parcours, en fait. Et ça vous donne une certaine force pour vous bagarrer. Et je me suis toujours bagarrée. Oui, et il y a eu d'autres éléments dans votre parcours tout aussi étonnants et il a fallu vous bagarrer. Et on va évoquer la date du 20 octobre 2014. A tout de suite sur Sud Radio avec Béatrice Costantini. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Béatrice Costantini, on a évoqué vos débuts, on parlera tout à l'heure d'Arletty, vous avez fait du cinéma, du théâtre, mais surtout, vous avez fait de la chanson. Le 20 octobre 2014 est une date importante pour vous. Ah, On t'a chanté sur tous les temps. Made in Paris, un spectacle sur Paris, aux Zèbres de Belleville, qui est une salle archi-branchée, oui, et vous faites vos débuts dans la chanson. absolument. Comment c'est venu ça? En fait, c'est vrai que j'adore chanter et il faut dire que comme j'ai fait l'acteur studio, je suis allée quand même aux États-Unis, Oui. voilà. Et ce qui était amusant, c'est que aux États-Unis, j'ai fait mon premier show à New York, quand même. Alors justement, l'acteur studio, c'est important parce que c'est l'école de Lee Strasberg Ben voilà. où Marilyn Monroe a appris son métier. Vous avez eu envie de faire cette école et vous avez pu, grâce, je crois, à la femme de Lee Strasberg, entrer dans cette école. Absolument, parce que je suis allée là-bas, j'étais la seule Française, hein, je dois le dire. Mais c'était un rêve, effectivement, comme je suis une passionnée de films américains, des stars américaines des années 50, 60, donc je trouvais ça merveilleux. Donc j'ai dit, je veux faire l'acteur studio. Et je suis allée, et Anna Strasberg, qui était la deuxième femme de Lee, Qui était le créateur de l'acteur studio. qui était le créateur de l'acteur studio, m'a vraiment pris sous son aile. Et du coup, je suis allée passer une audition là-bas et je suis restée sur une période de 3 ans avec des traveling back and forth entre d'abord Los Angeles, Paris et New York, Paris. Et puis je crois que vous avez eu un professeur de danse assez particulier et très célèbre. Oui, Amadeo. Non, Gene Kelly. Ah, Gene Kelly, mais j'avais eu Amadeo à Paris. Oui. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez pris des cours avec Gene Kelly? Absolument. Racontez-moi ça. Alors, Gene Kelly, en fait, il était à l'acteur studio. Il y avait tout le temps des acteurs ou des metteurs en scène qui venaient faire des cours in progress. Vous voyez. Et donc, moi, j'avais pris les cours de cinéma avec. Il y avait quand même Nicolas Ray. Oui. J'ai eu la chance de travailler avec Nicolas Ray, c'était extraordinaire. Et Gene Kelly est venu donner des cours de danse. Ah, c'était à Los Angeles. Donc, j'ai aussi pris des cours de danse avec Gene Kelly. Il était extraordinaire. Mais c'était... je vous assure que la petite Française qui arrivait là-bas, d'un seul coup, j'avais toutes les comédies musicales.
dont j'étais nourrie, que je trouvais tellement merveilleux. Et puis d'être en face de lui, c'était magique, quoi. Mais lui a mis au point toutes les chorégraphies et celle dont il était le plus fier, c'est celle de Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie, bien Parce sûr. qu'il préférait être reconnu comme chorégraphe que comme danseur. Absolument. Mais il avait une gentillesse. En plus, c'était un professeur très particulier. Et puis adorable. Moi, j'étais devant un monument, Gene Kelly, comme ça, et adorable. Et donc, vous avez fait vos débuts de chanteuse à New York ensuite. La première, voilà, exactement. Alors là, je chantais des chansons, tout était en anglais, sauf La vie en rose, et sauf, je chantais une chanson Paname, aussi en français, mais c'est tout. Quand on pense que La vie en rose, quand Marguerite Monod la composait, elle a dit je ne veux pas signer la musique parce que c'est nul, Oui. c'est de la guimauve, c'est Oui. devenu un succès mondial. Et il y a même eu à New York un International. cabaret La vie en rose. Ah, ça, je ne savais pas. C'est ça, peut-être. Je savais Et pas. c'était où ce spectacle à New York? Alors, à New York, je l'ai fait dans plusieurs endroits. Je l'ai fait au Bushes, je l'ai fait au Playboy, et je l'ai fait au Grand Final. Et après, quand je suis revenue l'année suivante, j'ai chanté à Bleecker Street, et ça, c'était extraordinaire, parce que, quand même, on m'a dit qu'15 jours avant moi, il y avait eu, comment elle s'appelle, Nina Simone qui avait chanté. Alors, bon, c'était quand même extraordinaire, et j'ai des très bonnes critiques de là-bas, donc, et c'était incroyable, parce que tous mes potes de l'Actor Studio sont venus m'écouter chanter. C'était, vous savez, comme solidaire. On est faire partie de la même promotion, ils étaient tous là. Et il y avait une jeune femme qui s'appelait Marlo Thomas, qui était très connue parce qu'elle avait une émission de radio et tout ça. Et quand je suis arrivée, on me dit oh là là, il y a Marlo Thomas. Et Marlo Thomas, moi je savais pas qui était Marlo Thomas. Je dis oui, c'est ma copine. Oui, c'était Alors, incroyable. on en revient à Paris, aux Alpes de Belleville. Vous faites un spectacle sur les chansons de Paris. Vous aimez les chansons de Paris, mais il faut trouver les bonnes parce que vous allez de traîner à Dutronc en passant par quelques autres. C'est ça, exactement. Et on a fait, j'ai eu un très bon musicien qui s'appelle Michael Lecoq, qui d'ailleurs après a été le pianiste de Noah. Il a accompagné les grands, et il m'a fait les arrangements. Et c'est un garçon charmant et tellement talentueux. Et ensuite, à l'époque, il était marié, et on a fait des arrangements, et sa femme m'accompagnait au violon. C'était donc, et elle faisait également des comment on appelle, comme les Tambourins, oui, non, avec les platines. avec les batteurs. Oui, Alors, elle était DJ, très- elle était DJ, elle oui. était DJ. Donc c'était très curieux, comme les arrangements musicaux étaient très modernes. Du coup, plein de jeunes qui connaissaient pas les chansons de Paris parce que ça fait vieillot et que c'est pas leur musique. D'un seul coup, ça faisait une réaction, quoi. Et puis il y a quelqu'un qui vous a inspiré aussi. J'ai deux amours, mon pays et Paris. J'ai deux amours, Joséphine Baker. Ça vous a marqué cette. Et alors, ce qui est formidable, c'est que dans le show, elle dit j'ai deux amours, mon pays et Paris, et je réponds. Et on le faisait en playback, et on voyait l'image de Joséphine Baker et moi sur scène, et on se parlait, en fait. C'est extraordinaire. Ah, il se trouve que Joséphine Baker, en plus, cette chanson J'ai deux amours est née de façon très particulière. Elle fait ses débuts dans la chanson au Casino de Paris en 1930. La veille de la première, il manque une chanson. Et Vincent Scotto et Géo Cogé, ces deux auteurs, trouvent pas. Ils arrivent devant le casino, ils ont une idée, et sous un bec de gaz, devant le Casino de Paris, ils ont écrit J'ai deux amours, sans imaginer qu'elle deviendrait un succès mondial. Ah oui, la veille c'est de la première. extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire. Formidable. Et c'est vrai que la chanson a toujours été très importante pour vous aussi. Oui, parce que à un moment donné, on oublie tout avec la musique. Moi, on rentre dans la musique et on est enveloppé par la musique et on se laisse aller. Et puis il y a eu le théâtre, et là aussi, Béatrice Costantini, vous avez touché à tous les genres. Vous avez commencé avec une pièce de Peter Nichols qui s'appelait Ne m'oubliez pas, où vous étiez une Miss 1940. C'est ça, exactement. C'était quoi ça? Alors ça, c'était encore un truc. Je rentrais sur scène en patin à roulettes. Bon. Quand j'ai vu Fagado, il m'a dit, est-ce que vous Fagado, savez... le metteur en scène. Qui était le metteur en scène. Il me dit, est-ce que vous savez faire du patin à roulettes? Bien sûr, oui. Vous savez le faire, le grand écart? Oui. Je savais rien foutre, mais rien. Et j'ai dit, bon, maintenant, il faut que je me mette... Et c'est comme ça que j'ai pris des cours avec Amadeo, j'ai fait beaucoup de sport à ce moment-là, etc. Parce que j'ai dit, bon. Il n'en demeure pas moins qu'on répète, et je fais du patin, je rentre sur scène en patin à roulettes, et
3 jours avant la première, badaboum, hop, dans la fosse d'orchestre, je suis tombée, bing, les jambes bleues, enfin, c'était affreux. Et il y avait dans la distribution des gens très prestigieux. Il y avait Guy Tréjean, Grand comédien. grand comédien, Daniel Gélin, Yvonne Clèche, Nelly Borgeaud, qui était la femme de Fagado, qui avait été la femme de Fagado. Et moi, c'était extraordinaire parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et à un moment donné, il dit, bon, on fait les notes. Et moi, comme j'étais tombée dans la fosse d'orchestre, je me suis dit, mais je vais me faire virer. J'étais là, je tremblais. Mais je tremblais. Et alors, il a dit, bon, la prochaine fois, tu prendras ton virage un peu plus... comme ça. Plus serré. Un peu plus serré. Et du coup, je me suis retrouvée sur la scène de la Renaissance, parce que c'est là où on a joué. Et pour moi, c'était merveilleux. C'était un bonheur, cette Et pièce. Daniel Gélin, De Funès l'appelait Mon Miracle, parce que De Funès est prêt à lancer sa carrière, il a rien. Et dans le métro, à la station Villiers, Daniel Gélin l'interpelle et lui dit, il y a peut-être un rôle pour toi, appelle-moi demain. Et c'est comme ça qu'il va tourner la Tentation de Barbizon, premier film où De Funès apparaît, grâce à Daniel Gélin, et il va faire la carrière que l'on connaît. Ah, c'est fou, ça. C'est fou, hein? Ça, c'est fou. Ça, je ne connaissais pas. Vous avez des anecdotes, Jacques, magnifiques. Et si on parle de Jean-Marie Bigard, à qui vous... que j'adore. Alors, extraordinaire, parce que vous avez tourné, vous avez joué aussi. Alors là, on a fait une tournée absolument magnifique. On a fait une tournée, c'était un bonheur, avec des comédiens vraiment merveilleux. Patrice Laffont. Il y avait Patrice. Qui, avant de faire les chiffres et des lettres, a joué dans le Gendarme de Saint-Tropez. Il était magnifique dedans. Et on faisait une équipe, il y avait Marie-Aline Thomasin, Mike Fédé, Guillaume Mélanie. Écoutez, on était tous vraiment soudés. On a fait une tournée, mais c'était extraordinaire. On était comme des mômes, avec nos valises à roulettes pour aller prendre le train pour aller jouer. C'était... Oui, vous avez découvert un Bigard qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît. Non. Parce que Alain Sachs m'a dit, il y a quelque temps, je l'ai fait jouer dans Le Gentilhomme, c'est un grand comédien. C'est un grand comédien. Et c'est un homme adorable, d'une gentillesse. Il est vraiment comme camarade de jeu et tout. Il était à l'écoute. Tout. Alors, il se trouve que Jean-Marie est du 17 mai, comme moi. Et donc, ça a été une idée de Patrice Laffont. On a fêté nos anniversaires. On était, je crois, au Puy-en-Velay. Et on nous a dit, voilà, et Patrice Laffont a dit, et alors, à la salle, levez-vous, parce que c'est l'anniversaire de Jean-Marie et de Béatrice. Tout le monde s'est levé, nous a chanté Happy Birthday to you, et on nous a amené les coupes de champagne sur le plateau. C'était génial. C'est un souvenir magnifique. Vous avez parlé de cette agence de mannequins que vous avez créée en 72, et là aussi, vous avez créé une agence de mannequins, et vous avez été une pionnière de la publicité à la télévision. Alors je vais vous dire, personne ne voulait faire de pub. Les comédiens ne voulaient pas faire de pub. Les mannequins, ça oui. Mais moi, j'ai dit, ça serait formidable qu'on fasse une agence pour les comédiens. Alors, tout le monde me disait, mais t'es folle. Personne va vouloir faire de pub. Alors, je me suis pas démontée. J'ai d'abord eu les enfants des comédiens que je connaissais, comme j'ai eu Gélin, et il avait donc Manu et Fiona, qui étaient tout petits, enfin jeunes. Et puis après, j'ai eu plein de gens qui sont venus et qui me disent « Oh, mais t'aurais pas une pub pour moi ?» Et après, voilà. Mais j'étais la pionnière à mettre des comédiens en pub. C'est-à-dire qu'il y a eu Depardieu, il y a eu Jean Reno. Ça, c'est plus récent. Oui. Ça, c'est pas, il n'y a pas longtemps. Mais les premières, j'ai eu quand même... j'ai eu Mylène Farmer, j'ai eu Christophe Lambert, Elsa Zieberstein. Ça, c'était les jeunes que j'ai eus. Vous voyez, donc c'était incroyable. Et Elise Moon. Personne n'imaginait qu'il voulait faire de la pub Alors si, là déjà, ça c'était déjà venu un petit peu qu'il fasse de la pub. J'ai eu Alexandra Lamy, que j'avais vue dans une pièce, elle était remarquable. J'ai dit, voilà, et c'est venu comme ça. C'est fou, hein. C'est fou. Et finalement, vous avez ouvert la voie à beaucoup d'autres. Ah, exactement. Alors, ce qui fait qu'effectivement, dans les dernières années, j'ai eu Depardieu, j'ai eu Jean Reno, Diane Kruger, Sylvie Marceau, qui a fait un truc pour la Chine, enfin, etc., etc. Donc après, il y a eu d'autres grands noms. C'est une façon de passer de l'autre côté de la barrière. Absolument. Mais c'était intéressant parce que, voilà, on me demande toujours pourquoi j'ai monté l'agence Di. J'ai une équipe formidable. Et parce qu'à un moment donné, en étant comédienne, comme je vous ai dit, et avec mon côté un petit peu starlet, il faut bien dire les choses comme elles sont,
J'en avais marre que les mecs me mettent la main au cul. Voilà, tout simplement. Alors j'ai dit, à un moment donné, si je fais ma propre société, je ne serai plus là où on me dit vous oui, vous non, vous oui, vous non, comme du bétail. Parce qu'à l'époque, c'était quand même ça. J'ai eu un grand metteur en scène dans Je tairai le nom, sur un truc, il m'a dit, il faisait vous oui, vous non sur les filles, comme ça, c'était une horreur. Donc j'ai dit, non, plus jamais un mec me parle comme ça. Voilà. Ça vous a pas empêché de continuer à faire du théâtre et on va évoquer la date du 8 janvier 2026. À tout de suite sur Sud Radio avec Béatrice Costantini. Merci Jacques. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Béatrice Costantini. On avait évoqué votre long parcours de comédienne, votre agence, tout ce que vous avez fait au cinéma et au théâtre et dans la chanson. Et puis, depuis le 8 janvier 2026, vous évoquez Arletty au théâtre, Arletty dont on va entendre la voix. Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Je dois toujours manger de la vache enragée, moi j'en ai marre. Cette voix inoubliable de gouaille parisienne qui a été la légende du cinéma des années 30-50. Elle disait « Je chante en lisant, on peut me surprendre chantant la Carmagnole en lisant Musset ». Et ce personnage d'Arletty, vous l'incarnez au théâtre à Seine parisienne dans une pièce qui s'appelle Un cœur très occupé et qui correspond à la vie d'Arletty pendant la guerre et quelque chose qui a créé beaucoup de problèmes. Exactement. Arletty, pour moi, est un personnage magique, on va dire, pour plein de gens. C'est une grande figure du cinéma, ça c'est incontestable. Quand on la retrouve dans la pièce, là, donc c'est une dame qui a 72 ans exactement, et qui n'est plus la Arletty de Atmosphère. Atmosphère, justement. C'était l'Hôtel du Nord. C'est rentré dans la légende. Voilà. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Voilà, c'est une réplique d'Arletty. L'auteur, c'est Henri Janson. Absolument. Et le metteur en scène, Marcel Carnet, dans Hôtel du Nord. Et c'est vrai que ça a marqué une génération. Oui, et puis c'était tellement extraordinaire. Cette scène avec Jouvet, c'est devenu culte, c'est vrai. Et on sait pourquoi c'est devenu culte, parce qu'il y avait quelque chose de plus, parce que ça correspondait à la gouaille parisienne. Je suppose. Et effectivement, c'était amusant que d'un seul coup, elle dise on m'a jamais traité d'atmosphère, parce qu'elle comprend très bien ce qu'il est en train de lui raconter. C'était drôle. Vous incarnez Arletty, c'est-à-dire vous êtes Arletty, et vous vous retrouvez dans une situation particulière à cause d'une correspondance qui a été retrouvée. Voilà. Alors, Arletty a eu une grande passion pendant la guerre avec un soldat allemand qui s'appelait Hans Söring, et ils ont échangé, ils se sont rencontrés pour la première fois en 1941. Dans un dîner, je crois. Voilà, et ils ont échangé jusqu'en 1958. Enfin, la grande passion, c'était dans les années 40-45. Sauf qu'il était allemand, sauf que, évidemment, de tomber amoureuse d'un Allemand pendant la guerre, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon choix. Oui. Voilà, on va dire. Mais elle, c'était... Alors, tout le monde l'a traitée de collabo. Elle n'a... Je mets des points sur les i dans la pièce. C'est qu'elle n'a jamais été étendue. Elle a fait 2 mois de prison, c'est tout. Et elle a refusé de tourner en Allemagne. Mais justement, et ça, je dis, il y a plein d'acteurs français qui n'ont jamais été inquiétés, qui ont travaillé pour les Allemands, qui ont quand même profité du système, etc. Ce qui n'a jamais été le cas d'Arletty, parce qu'elle était trop indépendante, trop avec sa force de caractère. Et elle a vraiment, à la fin de la guerre, elle est tombée sur un juge qui pouvait déjà pas supporter qu'une femme puisse lui tenir tête. Et du coup, il lui a fait payer plus que plein d'actrices françaises qui ont travaillé pour les Allemands, qui n'ont jamais rien eu, et qui ont eu aussi des aventures avec les Allemands et qui n'ont jamais payé de quoi que ce soit. Et elle a pris tout. Et après, évidemment, on ne l'a même pas autorisée à aller à la première des Enfants du Paradis. Ce qui est fou. Et son nom a été retiré de l'affiche et du programme. Exactement. Et elle était en surveillance. Elle était en surveillance dans un château. Mais c'est terrible parce qu'en fait... effectivement, dans la pièce, on dit mais son avocat n'a pas su. Est-ce que son avocat n'a bien pas su la défendre? Parce qu'en fait, ils n'avaient rien contre elle. Dans le dossier était vide, en dehors du fait qu'elle avait couché avec un Allemand. Oui. Mais
c'était pas... pour moi, collaborer, c'est d'un seul coup vous donner des gens, en profiter du système, faire de l'argent avec, etc., etc. Ce qui a été le cas de plein de gens. Et c'est pour ça que je la défends avec une passion incroyable. Alors, donc, vous êtes Arletty dans cette pièce, et il y a donc un jeune journaliste qui vient avec cette correspondance. Voilà. Donc, la pièce est de Jean-Luc Voulfo, et il a eu... Parce que au départ, j'ai un producteur qui s'appelle Patrick Mesmer, qui a eu l'idée de moi pour Arletty. Il me dit, mais j'ai des lettres, et il y a eu une correspondance énorme entre cette soldat allemand et Arletty. Correspondance que personne ne connaissait. Personne ne connaissait. Alors, j'ai dit, ah bon, ben voilà. Et moi, je ne me voyais pas dans Arletty, parce qu'on n'a rien de commun physiquement. Enfin, voilà, comme ça. Et du coup, il a demandé à Jean-Luc Voulfo, il lui a dit, il faudrait trouver une articulation pour pas qu'on fasse un side by side pour lire les lettres. Et Jean-Luc a eu l'idée d'introduire dans l'histoire un jeune journaliste qui vient interviewer Arletty sur cette aventure avec cet Allemand. Donc, au début, elle le reçoit mal parce qu'elle est vexée d'abord que le journal lui envoie un petit stagiaire, bon, alors que c'est une star et qu'elle pensait qu'elle allait avoir quand même quelqu'un de un peu un Jacques Pessis qui vient l'interviewer. Et il y a toute une évolution dans leur rapport. La pièce se passe en 1h30. Enfin, il y a une unité de lieu, de temps, d'action. Et effectivement, il y a une vraie communication qui se fait entre ces deux êtres. Et enfin, je ne vais pas vous raconter la pièce. Mais voilà. Et du coup, c'est très joli. Et cette pièce, vous l'avez créée au Festival d'Avignon, il y a 2 ans. Vous l'avez déjà repris au Maturin. Donc, c'est une reprise pour cause de succès à la scène parisienne. Exactement. Vous attendiez un tel succès sur ce personnage? Écoutez, je ne m'y attendais pas. Mais c'est vrai que c'est un des rôles où je mets vraiment tout mon cœur. Et ça me tient vraiment à cœur parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le producteur qui m'avait choisi ne m'a jamais vu jouer puisqu'il est mort 8 jours avant la première. Enfin, on faisait une résidence et il est mort 8 jours avant. C'est fou. C'est fou. Donc, j'ai repris les choses. Je me suis bagarrée, une fois de plus. Je me suis remonté un petit peu les bretelles, là. Et j'ai dit, bon, je vais devenir la productrice de la pièce. Et c'est comme ça qu'on est allé à Avignon. On a fait Avignon 2 fois. Et ensuite, on est allé au Maturin. Voilà. Alors, il existe une seule photo de Hans et de Arletty, c'est à cheval dans une forêt, je crois. Oui, c'est ça. Dans la forêt de Candé, c'est au moment... c'est lui qui lui a appris à monter à cheval pour les visiteurs du soir. Qu'elle a tourné ensuite. Et puis, ils étaient tous les deux à visage découvert. Ils dînaient avec les célébrités de tout Paris, avec Sacha Guitry, avec Colette, avec Coco Chanel. Mais voilà, mais c'était fou. C'était ce monde... d'ailleurs, je le dis dans la pièce. Je dis, mais c'était pas aussi simple que ça. Les rapports étaient compliqués avec l'occupant. Parce que au début, quand ça se passe, on ne sait pas ce qui va... On savait pas toutes les choses horribles qui allaient se passer après. Donc, c'était... au début, j'avais beaucoup de mal dans une des répliques où je dis, mais elle dit, nous étions indifférents à la guerre. Et je me dis, mais comment c'est possible d'être indifférent à la guerre? Mais on n'avait pas les moyens de communication qu'on a maintenant, on n'a pas les réseaux sociaux, on n'a pas les... Voilà. Donc, effectivement, je pense que les informations arrivaient avec beaucoup plus de lenteur. Et voilà. Il se trouve en plus que leur restaurant préféré, c'était à Tour d'Argent, je crois. Oui, simple. Oui, simple. Mais alors, il y a une histoire formidable parce que Claude Terrail, qui était le propriétaire de Tour d'Argent, a réussi à construire un mur dans la cave pour cacher les grandes bouteilles qu'il avait conservées que sa famille avait conservées depuis des siècles. Ce qui fait que les Allemands n'ont jamais trouvé les grands crus classés à la Tour d'Argent. Ça, c'est formidable. C'est incroyable. Ah oui, c'est merveilleux. Alors, il se trouve aussi que cette histoire a duré pendant la guerre, et puis ils se sont séparés après la guerre. Ils sont restés en correspondance, et je crois le dénommé Hans s'est retrouvé ambassadeur. Il s'est retrouvé ambassadeur, effectivement. Et quand il se retrouve, évidemment, il a fait sa vie avec une autre jeune femme. Il a des enfants, et ils n'ont plus rien à se dire. Mais ils veulent y croire encore. Parce que c'était une telle passion, ça a été une telle passion physique. Il avait 10 ans de plus qu'elle. Hein.
Il avait 10 ans de plus qu'elle, je moins crois. qu'elle. De moins qu'elle, pardon. De moins oui. qu'elle. Oui, et ça a été une vraie passion. Une vraie passion. Et il se trouve aussi que, finalement, à travers cette pièce, on comprend que Arletty a été une pionnière du féminisme. Ah oui, parce que ça, elle était... c'est ça qui me plaît dans ce personnage. C'est qu'elle était une bagarreuse, elle allait au charbon, elle avait son mot à dire, c'était une grande gueule, quoi. Voilà. Et c'était une femme libre, ce qui n'était pas Voilà. courant à l'époque. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'elle correspond aux femmes d'aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça que quand il y a dans l'auditoire, dans l'audience, beaucoup de jeunes femmes, elles s'y retrouvent et je suis très contente des réactions et des réflexions qu'on me fait à la fin du spectacle, justement là-dessus. Ah, il se trouve aussi que Arletty a vécu les dernières années de sa vie rue Rémusat, au 14. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Je ne l'ai malheureusement pas Eh rencontré. ben moi, je suis allé l'interviewer dans ce petit appartement où Jean-Claude Brialy venait chaque semaine. Bien sûr. Elle était aveugle, mais en même temps pas totalement, parce qu'elle distinguait des ombres. Oui. On a parlé pendant 1 heure et elle m'a dédicacé son livre. Ah, c'est Et, génial. et c'était quelqu'un de, finalement, avec sa petite voix, c'était une vieille dame très heureuse, très moqueuse. Très moqueuse, oui. C'est son livre La Défense. Exactement. C'est ça. Alors, il se trouve que cette pièce, vous la jouez donc à la scène parisienne. C'est le jeudi à 19h30, le vendredi à 21h, le dimanche à 16h30. C'est le début d'une aventure parce qu'elle peut continuer. Oh, mais j'espère bien. Parce que j'ai envie, vraiment, c'est vrai que j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage, pour cette femme. Et je me sens beaucoup d'atomes crochus avec elle. Et quand j'ai travaillé le personnage, j'ai essayé de voir ce qu'on avait en commun dans le caractère. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler le personnage. Et puis, Arletty est aussi le symbole de la complexité des sentiments. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre hommes et femmes, c'est pas toujours simple. Elle en est l'exemple. Et avec elle, pas de quartier. C'est tout à fait vrai. J'ai découvert aussi une chose, c'est que vous étiez l'ayant droit de Louis Feuillade. Pas de Louis Feuillade, de Jean Epstein. Oui, qui de était Jean l'héritier de Louis Feuillade. Feuillade, c'est ça, Parce que Louis exactement. Feuillade, on l'a un peu oublié, c'est un metteur en scène du muet incroyable, qui a tourné d'innombrables films totalement perdus et qui a été un pionnier du cinéma. Absolument. Et moi, j'ai connu Jean Epstein, mais j'étais toute petite. Alors là, je peux vous dire que j'étais petite. C'était son héritier. Et voilà. Et du coup, voilà. Et j'ai sa sœur, Marie, qui a beaucoup travaillé avec Langlois à la Cinémathèque. Donc, à la Cinémathèque, c'était un peu ma famille, quoi. Langlois, tout ça, voilà. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, Louis Feuillade a été le rival de Méliès. Méliès, tout C'est à fait. incroyable. On a totalement oublié ces films aujourd'hui. Beaucoup ont disparu. Beaucoup, sûrement. Et je crois qu'il a même été le scénariste d'Alice Guy, dont on parle en ce moment, Ah qui oui. a été la première réalisatrice du cinéma français. Français, oui, Ah. tout à fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut défendre, ce cinéma. Ah, mais moi, je suis tout à fait pour. J'adore le cinéma depuis toujours, depuis toute petite. J'ai eu des images idéales de comédienne. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier au départ. Pour l'instant, vous le faites au théâtre, donc jusqu'à la fin du mois de mars pour l'instant, Oui. à la scène parisienne. Donc je rappelle que Arletty, cette pièce, c'est le jeudi à 19h30, vendredi à 21h, dimanche à 16h30, et avec votre partenaire et un public de tous les âges. Je veux parler de mon partenaire qui est un garçon merveilleux qui s'appelle François Nambeau, avec qui je m'entends très très bien et on a une belle complicité tous les deux. Et c'est vrai que, comment on se met dans la peau d'Arletty pour jouer cette pièce ? Mais je vous dis, j'ai cherché, quand j'ai commencé à travailler, j'ai essayé de ramener le personnage à moi en me disant qu'est-ce qu'on a de commun déjà dans le... Parce que ce qui est important, c'est d'avoir les choses de l'intérieur. Cette énergie, ce côté combatif, et puis cette grande gueule, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, vous l'avez démontré dans l'émission. Vous n'hésitez pas, et c'est vrai qu'à Sud Radio, nous parlons vrai, donc vous correspondez parfaitement à notre image. Donc je rappelle que ça s'appelle Un cœur très occupé, et j'espère que la salle sera très occupée, les jeudis à 19h30, vendredi à 21h, dimanche 16h30, à la scène parisienne. Merci Béatrice Costantini. Merci, Jacques, de votre accueil. C'est vraiment formidable, votre émission. Eh bien, merci, je vais rougir. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.